Après plusieurs mois sans chef, la fédération régionale du parti Les Républicains a désigné son nouveau président. Paulin Brunet, à 70 ans, l'ancien député et président du RPR guyanais, compte bien renforcer les liens avec la France hexagonale. Il s'exprime suite à sa victoire dans ce journal. Les jeunes et la politique font-ils bon ménage? C'est la question que nous nous sommes posée ce soir. Selon Sarah Albuquerque-Léonceau, Gamal Hussein Box ou encore Gauthier Horte, en tout cas, ils ont leur mot à dire. Yepikaz, l'Institut médico-éducatif, a ouvert ses portes il y a une semaine. La structure destinée aux jeunes polyhandicapés peut accueillir 70 personnes, une première en Guyane. Enfin, une méthode pour favoriser la confiance en soi et l'autonomie des tout-petits, c'est la pédagogie Montessori. Depuis une semaine, une association organise des ateliers pour initier les parents et leurs bambins, découvertes à suivre dans ce journal. Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces tranches d'information de ce 1er février. Je vous le disais, l'ancien député Paulin Brunet, 70 ans, a été désigné comme nouvel homme fort de la Fédération régionale des Républicains pour 3 ans. Il a été élu hier avec 66% de votes contre 27% pour Louis-Auguste et 7% pour Bernard Finance. Mais seuls 103 militants sur 200 se sont exprimés. Gamal Hussein Box et Karine Cornier ont eux été élus délégués nationaux chargés du lien entre Cayenne et Paris. On écoute tout de suite Paulin Brunet au micro de Xavier Paul Lepelletier. J'ai mené une photo parce que j'avais donné le double de cette photo là au moment de la disparition de Madame Serrotte. C'était, pour moi, je l'ai toujours dans mon bureau parce que c'est emblématique d'une période où Jacques Chirac avait une affection extraordinaire pour la Guyane, mais l'affection n'est pas venue comme ça. Elle est venue parce que nous avons créé avec le parti les conditions qui font qu'un homme d'État se sent bien en Guyane. Et c'est pour ça que je suis quand même un Chiracien et dans l'âme. J'ai toujours donc la photo de Jacques Chirac en espérant que nous pourrons faire en sorte que le prochain président de la République, loin de tomber dans le doudouisme, fasse de la Guyane une priorité réelle parce que c'est un pays qui en a besoin compte tenu de ses potentialités. Et surtout, compte tenu de ce que nous apportons à la France et à l'Europe. Les jeunes ont-ils suffisamment leur place en politique? Ils étaient en tout cas l'argument de choix pour la plupart des candidats à la CTG en décembre dernier. Prenons 3 exemples, Sarah Albuquerque-Léonceau, Gamal Hussein Box ou encore Gauthier Horte. Leurs couleurs politiques divergent, mais pour les 3, l'âge n'a rien à voir avec la qualité de l'homme politique. Leur vision avec Xavier Paul Lepelletier. Ils n'ont même pas 35 ans et font pleinement partie du paysage politique guyanais. Chacun échange encore avec plaisir avec les anciens, mais sont conscients de l'importance de la jeunesse. Pour autant, selon Gamal Hussein Box, 27 ans, les vétérans conservent toute leur légitimité au sein du débat politique. Et la question, c'est pas est-ce qu'il y a trop de vieux, est-ce qu'il y a trop de jeunes. Est-ce qu'il y a, selon nous, suffisamment de personnes compétentes? S'il y a des personnes d'un certain âge qui sont compétentes, pourquoi les bouger? Pourquoi vouloir leur démission? Pourquoi vouloir qu'elles ne participent pas au jeu démocratique? Par contre, effectivement, est-ce qu'il y a une population jeune qui est, on va dire, beaucoup plus actuelle, qui participe? Non. Et qui est représentée? Non. Donc à partir de là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de système pour discriminer les jeunes en politique. Sarah Albuquerque-Léonceau, 33 ans, est elle désormais à la tête de Walwari après une transition préparée sans précipitation. Une nécessité selon elle pour l'ensemble des partis. Il est vraiment important qu'en Guyane, le renouvellement de la classe politique se fasse et se fasse avec une aide, puisque une relève ça se prépare, on n'arrive pas sur le terrain du jour au lendemain. Moi-même j'ai gravi les échelons au fur et à mesure, j'ai été accompagnée par mes pairs, j'ai été accompagnée par des personnes expérimentées qui ont fait en sorte que les jeunes de Walwari puissent arriver aux responsabilités de ce parti. Donc ça se prépare, donc si je peux faire un appel à tous ces dirigeants politiques au niveau de tous les partis de Guyane, c'est de bien préparer une relève pour que dans les années à venir, ce soit ces jeunes qui reprennent les partis et que nous, jeunes, nous puissions être réellement le renouveau de la classe politique en Guyane et apporter de la fraîcheur dans le paysage politique guyanais. Pour Gauthier Horte, 33 ans, ce qui importe pour les jeunes n'est pas l'âge d'un candidat, mais bien sa vision des choses. Aujourd'hui, la société guyanaise demande beaucoup plus de résultats. Et les jeunes sont amenés à voter beaucoup plus sur une logique de résultat que sur l'affect. C'est-à-dire que de plus en plus, on demande des comptes aux représentants, à l'élu. Et je pense que c'est cette posture qui doit animer les jeunes qui se lancent en politique. Je pense qu'ils ont la place, ils ont toute leur place. Ça ne veut pas dire forcément que la génération précédente ouvrira toutes les portes à tout le temps.
Mais enfin, pour autant, je pense que les jeunes arrivent petit à petit à s'imposer sur la scène publique. Finalement, la Guyane semble loin de pouvoir sombrer dans la gérontocratie. Pour les jeunes politiques, le principal défi n'est pas de s'accorder avec ceux qui sont là depuis 40 ans, mais plutôt de savoir susciter l'intérêt de ceux de leur génération. Un débrayage ce matin d'une centaine d'employés de la mairie de Matoury pendant près de 2 heures devant l'hôtel de ville. Ils dénoncent les conditions de travail et tout particulièrement les relations avec le bureau du maire. Une rencontre entre le maire et les syndicats est prévue demain matin à 8 heures et un préavis de grève illimité est déposé pour le 11 février. On écoute la représentante des employés et le maire de Matoury au micro de Jonathan Lariot. Nous ne sommes ni écoutés, ni vus, ni méprisés. Vous rencontrez derrière, nous ne sommes pas respectés. Je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous manifestons aujourd'hui parce que nous trouvons quand même inadmissible que les conditions de travail sont déplorables. Les procédures de reclassement, les procédures d'acheminnement sont bafouées. On choisit à mettre où on veut et en place qui on veut. C'est les copains, la famille qui sont priorisés. Nous avons eu à prendre des décisions concernant le versement de l'indemnité de mission qui était versée mensuellement et pour laquelle le conseil municipal a pris la décision que dorénavant, elle serait versée annuellement. Les représentants des différents syndicats n'ont certainement pas fait redescendre cette information relative à cette délibération auprès des salariés de la commune et certains ont découvert effectivement qu'il y avait une diminution. Je vais solliciter une médiation extérieure pour qu'on puisse venir à la mairie de Matoury dire le droit, parce que jusqu'à preuve du contraire, je n'ai fait que ça. En bref, cette triste nouvelle, le vélo-club de Sinnamary à nouveau endeuillé. Arthur Heinrich, coureur de 20 ans, est décédé hier, victime d'un accident. Le 9 janvier dernier, il était blessé à la tête et avait été opéré en urgence. Il a succombé hier à une série de malaises. Il était aux alentours de 15h30 samedi dernier quand 2 enfants âgés de 4 et 5 ans ont chuté du 2e étage d'une résidence dans la commune du Moule en Guadeloupe. Toujours hospitalisés à Pointe-à-Pitre, leur jour ne serait pas en danger, mais l'affaire a ému la population. Comment le garde-corps du balcon de cette récente résidence de la Seine-Saint-Marc a-t-il pu céder? Élément de réponse avec Linda Kayarsi et Patrick Curie. Ce matin encore, tous les regards sont rivés sur le 2e étage de la résidence Jean-Justine. Samedi dernier, 2 enfants âgés de 3 et 5 ans ont fait une chute de plusieurs mètres en passant au travers du garde-corps de l'appartement familial. La plaque, en aluminium de la balustrade, serait en cause dans ce terrible accident. C'était effectivement une épreuve assez difficile pour eux. Donc pour nous, c'était important d'accompagner les familles en mettant en place un dispositif avec des psychologues, un agent du service technique pour qu'il puisse expliquer un petit peu. Et surtout pour rassurer les locataires et les accompagner dans cette douleur-là et surtout les parents aussi. Depuis ce terrible accident domestique, la Seine-Saint-Marc a pris des mesures de précaution, empêcher l'accès à tous les balcons de la résidence. Donc au niveau de tous les endroits où il y a eu fameux plaques défectueuses, donc par mesure de protection, je pense que le temps d'attendre l'avis de l'expert, donc par mesure de protection, donc je crois qu'il doit en avoir plus d'une quarantaine. Donc, que ce soit au niveau des communs, là où nous sommes comme l'escalier, ou chez les locataires, on met ce morceau de panneau. Donc, ce sera à mesure de préventive en attendant l'avis des experts. Une enquête interne a été initiée par ailleurs par le bailleur afin de déterminer les causes de l'accident. La Seine-Saint-Marc a également sollicité une expertise indépendante pour vérifier tous les garde-corps de ces résidences en Guadeloupe. Ce sont des matériels qui font l'objet, si vous voulez, de garanties, puisque c'est des matériaux brevetés qui font l'objet à la livraison et à la réception, je dirais 2 contrôles par des bureaux de contrôle. Donc une fois qu'ils sont installés et posés, hormis une usure anormale, et la résidence n'a que 3 ans, 3 ans pour une résidence c'est neuf, c'est pour ça que tout le monde a été surpris que ça puisse arriver dans ces conditions-là. En ce qui concerne les 2 enfants qui ont chuté du balcon, leur état de santé est encourageant. C'est une petite bonne nouvelle pour les automobilistes. Les prix des carburants poursuivent leur baisse ce mois-ci. Le super samplon passe à 2 centimes plus bas, soit 1,47 € le litre. Le gazole passe à 1,22 €, passe de 1,22 € à 1,14 €, une baisse donc de 8 centimes par rapport à janvier. La bouteille de gaz, quant à elle, coûtera aussi moins cher ce mois-ci avec une baisse de 64 centimes, soit 19,18 €.
Un point maintenant sur le Zika au 27 janvier. 59 cas ont été enregistrés, dont 7 sur des femmes enceintes, soit 14 cas confirmés supplémentaires depuis le début de l'année. Et face à cette progression explosive du virus à l'origine de microcéphalie, un comité d'urgence a été constitué aujourd'hui par l'Organisation mondiale de santé. Il a déclaré l'urgence de santé publique de portée mondiale et prévoit près de 4 millions de cas sur tout le continent américain en 2016. Restez avec nous dans quelques instants, nous verrons la parade du littoral qui s'est déroulée hier dans les rues de Kourou. 19 groupes ont montré leurs plus beaux atouts. Le groupe Wanted, arrivé en première place, se place en tête du classement. Et puis, nous nous intéresserons à un marché qui ne connaît pas la crise. Il s'agit des sous-vêtements féminins. Reportage à suivre dans quelques instants. Mais d'abord, je rejoins notre invité ce soir, le sénateur Antoine Karam. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons évoquer ensemble plusieurs problématiques en lien avec l'actualité. Revenons d'abord sur vos questions adressées au gouvernement en fin d'année dernière, notamment celle de l'avenir énergétique de la Guyane. Après un long mouvement de grève à EDF dont nous nous souvenons, qui soulignait un manque de moyens, un manque de personnel, la vétusté du réseau, l'inquiétude quant à l'arrêt de la centrale de dégradé Cannes en 2023. Vous partagez, vous, cette inquiétude ? Je partage cette inquiétude et j'ai été très actif durant le mouvement parce que dès le départ, je me suis rapproché du principal syndicat qui avait déclenché ce mouvement et qui n'avait cessé d'alerter l'opinion publique et les élus depuis plusieurs années. Je rappelle qu'à l'époque, la région et le département avaient organisé dès 2007 un congrès. Des décisions, des délibérations, des résolutions avaient été prises et elles n'ont jamais abouti. Et moi, je suis parti de débats sur la transition énergétique d'une déclaration de Mme Ségolène Royal qui avait dit qu'il fallait qu'il y ait de l'électricité pour tous. Sauf que vous savez qu'en Guyane, une bonne partie de la population n'a pas d'électricité. Alors justement, concrètement, qu'est-ce qui va se passer d'ici 2023 ? Bien, il y a ce qu'on appelle maintenant la PPE. Alors la PPE, c'est l'affaire non pas seulement de la CTG, la collectivité territoriale de la Guyane, et de l'État, mais c'est l'affaire de l'ensemble des Guyanais dans leur diversité. Il faut absolument qu'on mette de l'électricité partout, sur tout le territoire de la Guyane, et la PPE va déterminer quelle forme d'électricité il nous faudra. Alors vous savez qu'il y a toujours l'éternel débat entre l'énergie renouvelable et le thermique. Moi je suis favorable aux énergies renouvelables. Je pense qu'en Guyane et au thermique, de toute façon nous n'aurons pas le choix avant plusieurs années de continuer à avoir du thermique, mais pourvu qu'il y ait de l'électricité sur tout le territoire, dans les zones les plus enclavées, jusque dans les zones urbanisées. Vous proposez en tout cas donc une centrale thermique en remplacement de celle de dégradé Cannes ? Moi je prends à mon compte la proposition faite par les forces salariales d'EDF, et oui, il faudra une centrale thermique, une seconde, en attendant que l'on puisse passer au tout énergie renouvelable dans les années 2030. En tout cas, la réponse de l'État était nous nous sommes fixés pour objectif 50% d'énergie renouvelable en 2020, donc 50% du reste, et une autonomie totale en 2030. Est-ce que vous pensez qu'on y sera en 2030 ? Je ne suis pas sûr qu'on y sera en 2030, mais si c'est un objectif, il faudra tout faire pour s'en tenir. Un point maintenant sur les demandes d'asile en Guyane. 2700 demandeurs d'asile en 2015 en tout. Le chiffre a connu une montée fulgurante. 75% des demandeurs toutefois proviennent d'Haïti et 3% sont originaires de la Syrie et d'Irak, alors qu'on a tendance à faire ce parallèle avec la crise migratoire en Europe. En tout cas, vous avez tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises. Mardi dernier, en question orale au gouvernement, j'ai interpellé le gouvernement pour leur expliquer. C'est vrai qu'on a beaucoup d'émotions de voir tout ce qui se passe en Méditerranée, avec les conséquences qu'il y a pour les frontières d'Europe, mais en Guyane depuis des années. Et depuis des années, je le répète, il y a tous les jours des gens qui rentrent. Si vous regardez la presse d'aujourd'hui, on a interpellé 5 pauvres airs brésiliens qu'on a interceptés sur une plage. La semaine dernière, on en a arrêté d'autres. Tous les jours rentrent en Guyane des dizaines de personnes. Alors, vous évoquez en tout cas un manque de moyens justement pour accueillir ces personnes. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Et si vous vous déplacez le matin, vous arrivez vers la préfecture, il y a 200-300 personnes qui sont encadrées pour qu'elles puissent demander des papiers qui n'arrivent jamais. Il faut savoir qu'il y a une augmentation de 159% des demandeurs d'asile en une année. Et c'est vrai que ces demandeurs d'asile ne relèvent pas des réfugiés politiques, parce qu'il y a à peine 2% d'Irakiens ou de Syriens été recensés. Alors justement, comment vous analysez ce chiffre ? Le chiffre puisqu'on a 159% d'un coup, alors qu'on a tendance à faire ce lien avec la crise migratoire européenne. Parce que beaucoup de personnes, vous savez que la législation française, en tout cas le droit français dit, dès que vous arrivez à une frontière française et que vous dites vous êtes demandeur d'asile, on est obligé de vous accepter. Alors ça dure 6 mois à 1 an. Sauf que lorsque l'OFPRA
a fait son enquête et vient déterminer qui est demandeur d'asile ou pas, 98% de ces personnes ne sont pas des demandeurs d'asile. Comme il n'y a pas de moyens pour les organiser, pour les encadrer ou pour les expulser, ces personnes finissent dans la nature et squattent des maisons, rentrent sur des terrains et se volatilisent quelque part et restent sur le territoire. Moi, je veux humaniser, humaniser ces demandes d'asile. Il faut qu'on donne un encadrement à ces personnes. Et je travaille avec la CIMAD. Et on ne peut pas rester indifférent. La pire des choses serait de se voiler la face. C'est en ce sens que j'ai demandé au gouvernement de faire un effort d'installer l'OFPRA en Guyane, parce que vous savez que l'Office des migrations et des apatrides et des réfugiés n'est pas en Guyane, est en Guadeloupe. Alors vous voyez un peu la complexité du problème, alors que c'est chez nous qu'arrivent pratiquement 98% de ces personnes. Concernant maintenant la fin du rappel du vaccin de la fièvre jaune, la question était à l'étude au gouvernement. Vous êtes favorable à cet arrêt-là. Vous prétendez même que cela pourrait servir au développement économique et touristique de la Guyane. Est-ce que vous en êtes sûr? J'en suis d'autant plus sûr que j'ai beaucoup travaillé avec un des opérateurs touristiques que vous connaissez, qui est membre du CESE, et M. Jean-Louis Antoine, avec qui j'ai travaillé durant des mois. Et nous avons constaté que le vaccin de la fièvre jaune, en tous les cas son renouvellement, est un frein au tourisme. Il n'est tout à fait anormal que l'OMS ait déclaré depuis maintenant plus d'un an qu'on n'avait plus besoin de renouvellement et qu'on continue à avoir de renouvellement avec les contraintes que cela suppose. Beaucoup de gens ne viennent pas en Guyane à cause de ce vaccin. Alors, s'il faut continuer à vacciner, d'accord, mais après, il ne faut pas le renouveler. Moi, alors, on a parlé de la fièvre jaune, mais on pourrait aussi évoquer on aura l'occasion peut-être un jour de venir sur le fameux visa. Voilà, les visas, autant pour le ciel et Surinamiens que pour les Brésiliens. Comment voulez-vous que nous, on ne demande pas des visas pour aller au Brésil et qu'on impose à des Brésiliens de venir à tout le monde sait que les clandestins n'ont pas besoin de visa. Ils passent sous les ponts, enfin, attendons que le pont soit ouvert. Ils passent par la mer, ils passent par le fleuve, par la forêt. C'est ce qu'on nous a annoncé. Mais enfin, tout cela pour vous dire, moi, je pense qu'il faut briser les carcans qui nous empêchent de faire de la Guyane un pays qui accueille. Avec ce qui vient de se passer sur la déclaration faite par Madame la ministre et le Zika, je pense qu'encore les images les plus négatives sur la Guyane. On va parler d'une autre ministre très rapidement. Voilà. Vous en doutiez, elle murmure aujourd'hui aux oreilles des jeunes. Christiane Taubira dit au revoir à son poste de la place Vendôme. Elle a sorti aujourd'hui son livre. Que pensez-vous de ce départ de la ministre de la Justice? Il était attendu et inéluctable à partir du moment. Vous savez que Christiane Taubira, et j'en parle avec objectivité, puisque nous avons été adversaires politiques pendant des années, est une personnalité de conviction. Et elle ne transige jamais. Elle a choisi son moment, elle a organisé son départ, elle a expliqué au président de la République pourquoi elle partait, mais je pense qu'elle a eu raison de partir. Merci beaucoup Antoine Karam d'avoir répondu à nos questions. On passe à toute autre chose maintenant. Yepikaz, c'est le nom de l'Institut médico-éducatif ouvert il y a une semaine à Remire-Montjoly. La structure accueille des enfants polyhandicapés. C'est une première en Guyane. Les enfants seront admis en internat ou accueillis à la journée. Une prise en charge médicale éducative individualisée comme nous le montre Mia Pierre. Puisque je n'arrive pas à faire tomber la maison, je vais passer par la cheminée. Oh, mais les petits cochons étaient malins. 2 fois par semaine, Ruby Radamante entre dans la peau d'une conteuse. Aujourd'hui, la narratrice raconte l'histoire des 3 petits cochons à ses pensionnaires. Cet atelier conte fait partie des activités proposées par l'Institut médico-éducatif Yepikaz en faveur des enfants polyhandicapés. On rassemble les enfants autour et c'est une activité qu'on fait avec eux pour les éveiller, les stimuler, les plonger dans un bain de langage et aussi pour la socialisation. Donc voilà, et faire travailler leur imaginaire aussi. Inauguré il y a tout juste une semaine, l'Institut médico-éducatif accueille pour l'instant une 40aine d'enfants et adolescents. Chacun nécessite des attentions médicales, pédagogiques, éducatives et psychosociales particulières. Avec Mimi, j'ai travaillé l'appréhension, la concentration, l'attention visuelle aussi, la sensibilité, parce que je lui ai mis des choses sur la peau, voilà, toutes sortes de choses qui sont faites sous forme de jeu, mais qui ont un objectif thérapeutique. Donc là, par exemple, le check, c'est une récompense, mais c'est aussi un objectif où elle doit se concentrer pour venir taper contre ma main. La particularité du centre IME Yepikaz, c'est qu'il est équipé d'un internat, une première en Guyane.
Le fait de pouvoir accueillir les enfants, notamment en internat, permet de pouvoir accueillir les enfants originaires des communes les plus éloignées de l'île de Cayenne. Donc actuellement, par exemple, nous accueillons des enfants originaires de Saint-Georges, de l'Oyapock, mais également de tout l'ouest de la Guyane, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Comme je l'évoquais tout à l'heure, jusqu'en 2009, les enfants en situation de polyhandicap étaient contraints soit de rester au domicile, soit de partir en métropole, ce qui constituait pour eux une double peine, la situation de polyhandicap, de dépendance lourde, et également l'éloignement familial et géographique. Le travail du centre ne se limite pas seulement entre les murs de l'établissement, mais aussi en dehors. Les professionnels accompagnent les pensionnaires dans leur lieu de vie au quotidien. À terme, Yepikaz pourra accueillir 70 jeunes âgés de moins de 21 ans en situation de polyhandicap. Favoriser la confiance en soi, l'autonomie en avançant à son propre rythme, telles sont les promesses de la pédagogie Montessori. Depuis une semaine, l'association Éveil et moi organise des ateliers basés sur cette méthode un peu spéciale. L'enfant devient le centre de tout et il est libre de choisir ce qu'il veut faire. Pour un des premiers ateliers, 6 parents étaient présents avec leur bébé, curieux de se lancer dans cette méthode d'éducation. Jonathan Lariot. Et si vous laissiez vos enfants faire ce qu'ils veulent? Une vision à laquelle peu de parents adhéraient. Mais ici, selon la méthode Montessori où l'enfant est autonome et apprend par lui-même, ces tout petits sont libres de toucher à tout. L'enfant est autonome au maximum, donc il est libre de choisir son activité. On part du principe que l'enfant, il est curieux de tout. On le voit quand ils sont petits, ils fouillent à tout, ils cherchent tout à faire comme les grands. Donc pour eux, apprendre est un jeu en fait. Il n'y a pas de cri, enfin on n'a pas besoin de crier sur l'enfant. La relation parent-enfant, du coup, elle est plus zen, moins de cris, moins de pleurs et pas de punition. Donc, au final, ils y adhèrent complètement parce qu'ils voient que l'enfant, il est calme, il est posé, parce qu'on n'est pas là derrière lui à dire non, non, fais pas ci, fais pas ça. Le rêve pour tous ces enfants. Mais pour les parents qui découvrent pour la première fois cette manière de fonctionner, regarder sans rien faire est parfois un peu déconcertant. C'est vrai qu'à la maison, on a tendance à prendre une activité ou à faire avec son enfant. Là, c'est justement essayer de le laisser un petit peu libre et de choisir ses propres jeux et de le laisser venir à nous et de jouer avec nous si elle a envie de le faire ou pas. 1h30 d'atelier où ces petits bouts de chou vont en toute liberté apprendre, découvrir et parfois même se surprendre. On se met au niveau de l'enfant et l'enfant n'évolue pas dans un milieu d'adulte. C'est l'adulte qui évolue dans le milieu de l'enfant. Voilà, il est vraiment dans sa bulle et c'est à nous de nous adapter. À nous de s'asseoir par terre, d'avoir mal au dos, plutôt que lui de le monter sur des choses d'adultes. Une méthode d'apprentissage de plus en plus appréciée des parents avec en France hexagonale plus de 3000 élèves pour 72 écoles. En Guyane, la méthode Montessori en est encore à ses débuts. Un mot de sport en bref, maintenant nous les suivons depuis leurs entraînements avant leur départ et il faut croire qu'ils se sont bien préparés puisque Kesni Joseph et Leonardo Moschea, nos 2 boxeurs guyanais, se sont qualifiés hier à Olin dans le Nord-Pas-de-Calais lors des demi-finales pour les demi-finales du championnat national amateur de boxe anglaise dans leurs catégories respectives, le poids mouche et le poids mi-lourd. Les demi-finales auront lieu samedi en Moselle. Le saviez-vous, chaque année, les Françaises dépensent près de 200 € pour l'achat de leurs sous-vêtements. Un marché porteur, beaucoup plus que celui du textile en crise depuis quelques années. En Martinique, certaines enseignes se sont même spécialisées dans les dessous, un secteur qui ne connaît pas la crise. Myriam Boiscoulin et Céline Cholano. Cette boutique de sous-vêtements existe depuis 19 ans en Martinique. Il ne s'y est jamais vendu autant de dessous. La marque est également présente en Guadeloupe. Plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, autant dire que le secteur se porte bien. Le gérant et styliste adapte sa marchandise à la clientèle antillaise. Certainement le secret de sa réussite. Ce qui a fait notre force, c'est qu'on a très vite compris qu'il y avait un marché particulier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas travailler comme un styliste de métropole qui va travailler sur des gammes européennes. Parce qu'il ne faut pas se mentir, tous les stylistes travaillent sur des gammes
gamme européenne parce que la population est plus vaste et donc il y a un marché plus important à faire. Et moi, quand j'ai décidé de créer ma marque en 96, j'ai tout de suite compris que les matières, les tendances n'étaient pas adaptées à ce que recherchaient les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de printemps, été, automne, hiver. Chez nous, il n'y a pas tout ça. Il y a des styles différents, d'accord, des styles de femmes différents. Et on crée, et moi je crée par rapport à ça. C'est-à-dire que je vais m'imaginer par exemple une fille brune dans une couleur plutôt orangée pour valoriser son teint. Et une chabine dans des couleurs un peu plus sombres pour aussi valoriser son teint. Comment expliquer les bonnes ventes du dessous? Peut-être par une variété de produits toujours plus large, des soutiens-gorge plus sophistiqués, plus adaptés et une clientèle beaucoup moins timide. On a beaucoup plus d'hommes qui viennent parce que ça s'est un peu démocratisé, je sais pas. En tout cas, le sexy est à la mode et on fait beaucoup de cadeaux. Les marques s'adaptent aux besoins des clientes. Aujourd'hui, les dessous ne se limitent pas aux tailles et aux morphologies. Des push-ups pour avoir du volume dans les seins, des minimiseurs pour les réduire, des choses qui camouflent les rondeurs, qui affinent la taille. Donc on va dire que ça va. Et les clients dépensent surtout en période de fête, fête des mères et Saint-Valentin, coût moyen de l'ensemble lingerie entre 50 et 90 €. On parle carnaval maintenant. La traditionnelle grande parade du littoral a investi la ville spatiale hier. 19 groupes en tout et tout en couleur ont défilé cette année pour le plus grand bonheur des petits et des grands venus suivre le spectacle. Et le jury a fait son choix. Le classement place 5 meilleurs groupes primés pour leur déguisement et leur chorégraphie. Wanted arrive en première classe avec 367 points suivis de près par le groupe Renault Band et Mayuri Choneg en 3e place. Voici un petit aperçu des défilés. Et on finit ce journal avec une image insolite. Un cultivateur de Montsinéry nous a présenté une récolte un peu spéciale, un ananas qui présente 9 têtes au lieu d'une seule. Comme vous le voyez sur ces images, reste à savoir quel goût le fruit aura. C'est la fin de ce journal local. On se retrouve tout de suite pour l'information nationale et internationale.